Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il s'est moqué de cet homme noir devant tout le monde, mais la vérité l'a foudroyé. Un lundi matin comme les autres. Le soleil perçait à travers les larges baies vitrées du café Solstice, projetant des traînées dorées sur les tables en bois brut et les murs recouverts de briques apparentes. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlée à celle des viennoiseries tièdes et du pain grillé. Le café, situé au cœur de Brooklyn Heights, vibrait d'une activité bien réglée, des conversations animées, des frappes rapides sur des claviers d'ordinateur portables, des commandes criées, et des rires étouffés. Ici, les habitués avaient leur place attitrée, leur latte préférée, et souvent, un besoin pressant d'affirmer leur statut. Costume bien taillé, montre brillante, écouteurs sans fil, air pressé. C'était un lieu de parade autant que de caféine. Derrière le comptoir, une équipe de baristas agiles s'activait. Ils connaissaient les prénoms des clients fidèles, leur ajout de lait d'avoine, leur exigence sur la température du matcha. Dans ce balai bien huilé, l'entrée de Walter Johnson détonna. L'homme franchit la porte dans un silence doux. Une cinquantaine d'années, la peau foncée, les cheveux parsemés de gris taillés courts. Sa démarche était lente, mais assurée. Son regard profond balayait l'espace, non pas par crainte ou curiosité, mais comme s'il prenait la mesure d'un lieu qu'il connaissait déjà trop bien. Il portait une chemise blanche impeccablement repassée, un pantalon beige, des chaussures brunes légèrement usées, et tenait dans sa main gauche une mallette en cuir brun, ancienne mais élégante, usée sur les bords par les années. Il inspira doucement, s'avança vers le comptoir, et à cet instant. Et lança une voix forte et insolente, brisant l'ambiance feutrée du café. Toutes les têtes se tournèrent. « T'as pris le mauvais endroit, papy. Ici c'est pas une soupe populaire. Il y a un fast-food 2 rues plus loin. » Des rires éclatèrent. Sincère pour certains, gêné pour d'autres, mais personne n'intervint. L'auteur de cette attaque, Kyle Banton. Jeune, blanc, la trentaine arrogante, coiffé comme une star de pub pour montre de luxe. Il portait un costume italien cintré, chaussé de mocassins hors de prix. Kyle faisait partie de cette génération de cadres branchés qui confondent sarcasme et charisme. Il venait ici presque chaque matin, flanqué de 2 collègues qui riaient systématiquement à ses blagues, qu'elles soient bonnes ou non. Il traitait le café comme une scène, et chaque client comme un public à conquérir ou à ridiculiser. Walter s'arrêta net. Il ne broncha pas, mais son regard se posa sur Kyle, lentement. Il ne cligna pas des yeux, ne fronça pas les sourcils. Il observa l'homme, comme on observe une pièce cassée qu'on hésite à réparer ou à jeter. Un silence tendu s'installa. Walter pencha légèrement la tête de côté. Sa voix, quand elle s'éleva, était calme, presque douce, mais teintée d'une autorité silencieuse. « Je suis ici pour un café noir. Pas pour un jugement. » Il n'avait pas élevé la voix. Mais ces mots résonnèrent dans la pièce comme une gifle invisible. Les rires s'éteignirent. Une serveuse détourna les yeux, gênée. Une jeune femme près de la fenêtre reposa lentement son téléphone, mal à l'aise. Mais Kyle, lui, ricana et haussa les épaules. Walter poursuivit son chemin vers le comptoir. « Bonjour, je prendrai un café noir, s'il vous plaît. Sans sucre. » Le barista, visiblement troublé par la scène, s'exécuta rapidement. Walter paya comptant, remercia poliment, puis se dirigea vers une table près de la baie vitrée. Il posa sa mallette avec précaution, s'assit lentement, et porta sa tasse à ses lèvres. Il fixait l'extérieur, les passants, les taxis jaunes, la lumière du matin. Mais autour de lui, les regards persistants, les chuchotements étouffés, les sourires narquois continuaient de flotter comme des spectres invisibles. Pas un mot ne fut dit à haute voix, mais l'air était lourd. Walter était seul dans ce café bondé. Seul et observé. Pourtant, il ne bougea pas. Il ne quitta pas les lieux. Il resta. Et dans le silence, il attendit. Car ce que personne ne savait encore, c'est que l'homme qu'il venait de rabaisser allait bientôt changer leur monde. Le lendemain matin, une lumière blanche et froide inondait le dernier étage de la tour Blue Nova, un gratte-ciel ultramoderne en verre et acier qui dominait les toits de Manhattan.
À travers les immenses parois vitrées de la salle de conférence exécutive, on distinguait Central Park d'un côté et l'agitation métallique du pont de Brooklyn de l'autre. Autour de la table ovale en bois de noyer, vernie à la perfection, étaient assis les membres les plus puissants de la société Blue Nova Tech. Directeur financier, responsable de la stratégie mondiale, chef d'innovation. Tous attendaient, stylo ment blank en main, les visages concentrés, certains dissimulant une nervosité mal contenue. La rumeur du rachat surprise de la majorité des parts de l'entreprise, survenue pendant le week-end, les avait tous pris de court. Qui était ce mystérieux nouvel actionnaire majoritaire? Pourquoi maintenant? Et surtout, qui allait prendre la tête du conseil? La porte en verre s'ouvrit brutalement. Kyle Banton entra, en retard. Comme toujours, il arborait ce même sourire détendu, celui d'un homme persuadé que rien ne pouvait l'atteindre. Il portait un costume bleu nuit parfaitement taillé, assorti d'une cravate de soie ivoire. Il passa la main dans ses cheveux soigneusement plaqués, ajusta sa Rolex, puis lança un regard complice à deux collègues en leur soufflant, mi-voix. C'est sûrement un vieux baron de l'industrie, ou un de ces types de la côte ouest avec des dreads et des idéaux. Peu importe. Je vais le convaincre en 2 semaines. Rires étouffés. Mais dès qu'il leva les yeux vers l'extrémité de la salle, son sourire s'évapora. Littéralement. Son visage perdit toute couleur. Là, debout, droit comme un pilier de marbre, se tenait un homme en chemise blanche soigneusement repassée, au regard profond et impénétrable. Walter Johnson. L'homme qu'il avait publiquement humilié la veille au café Solstice. Walter n'avait pas changé de tenue. Il portait cette même chemise, ce même calme. Mais aujourd'hui, il se tenait là non pas comme un client ordinaire, mais comme une présence magistrale, un point d'ancrage dans la pièce. Kyle resta figé, incapable d'avancer. Son souffle se coupa un instant, et dans le silence, chacun put sentir son malaise. L'avocate générale se leva, les documents de nomination à la main. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau président du conseil d'administration de Blue Nova Tech, Monsieur Walter Johnson. Il a été nommé à l'unanimité par les actionnaires majoritaires après avoir acquis 52% des parts de l'entreprise ce week-end. Un frisson passa dans la salle. Quelques sourcils se haussèrent. Des stylos tombèrent. Même les membres les plus aguerris n'avaient pas vu venir ce coup de maître. Kyle, lui, déglutit difficilement. Il se rassit sans bruit, les mains moites, évitant soigneusement le regard de Walter. Mais ce dernier, impassible, leva doucement les yeux et les planta droit dans ceux de Kyle. Puis il parla. Sa voix était posée, sans colère, sans éclat. Mais chaque mot, lentement articulé, semblait peser des tonnes. Hier, j'étais un client. Aujourd'hui, je suis votre supérieur. Un silence de plomb tomba sur la salle. Walter se redressa légèrement, croisa les bras devant lui, puis ajouta, avec une pointe d'ironie presque imperceptible. Quelle drôle d'ironie, n'est-ce pas, monsieur Banton? Le silence persista. Un long silence, chargé. Presque inconfortable. Kyle, pétrifié, sentit chaque œil dans la salle se tourner vers lui, attendant une réaction, un mot, une justification. Mais il n'en trouva aucun. Il baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard. Walter s'assit alors à la tête de la table. Il ouvrit un dossier, ajusta ses lunettes, et dit d'un ton professionnel. Bien. Commençons. Nous avons beaucoup à faire pour redonner à cette entreprise la vision qu'elle mérite. Et tout le monde comprit que ce n'était que le début. Né en 1972 à Atlanta, dans un quartier ouvrier du sud de la ville, Walter Leroy Johnson avait grandi dans un univers où l'asphalte craquait sous la chaleur, où les sirènes se mêlaient au rire des enfants jouant sur les trottoirs fissurés. Là-bas, les maisons étaient modestes, les voitures vieilles, et les rêves souvent étouffés par le poids du quotidien. Son père, Raymond Johnson, était mécanicien dans un petit garage de quartier. Un homme aux mains rugueuses, au dos fatigué, mais à la voix calme et pleine de principes. Sa mère, Clara Johnson, infirmière de nuit à l'hôpital municipal, enchaînait les gardes sans jamais se plaindre, chantonnant parfois des cantiques pour masquer l'épuisement. Walter, enfant unique, avait vite compris que rien ne lui serait offert. Très jeune, il livrait les journaux avant l'école,
aidait son père à réparer des moteurs après les cours, et passait ses week-ends à ranger des rayons dans une épicerie. Mais il ne se plaignait jamais. Il observait. Il apprenait. Il lisait en cachette des livres qu'il empruntait à la bibliothèque municipale, souvent des biographies de grands inventeurs, des romans de Baldwin, ou des manuels de mathématiques avancées. C'est à 17 ans qu'il décida de changer sa trajectoire. Pas pour fuir son passé, mais pour honorer les sacrifices de ses parents. Un professeur de physique, impressionné par ses capacités et sa rigueur, l'aida à préparer son dossier pour plusieurs universités. C'est ainsi qu'il obtint une bourse complète pour intégrer Harvard, dans un monde qui ne lui ressemblait en rien, mais où il fit sa place en silence, à la force de l'esprit. À Cambridge, Walter n'était pas le plus bruyant, ni le plus populaire. Il était le plus constant. Tandis que certains couraient après les soirées, lui courait après des idées. Il étudiait les systèmes, les algorithmes, les marchés. Il se passionna pour l'informatique, puis pour les modèles économiques. Ce n'était pas l'argent qui l'attirait, mais la capacité de transformer des lignes de code en solutions concrètes pour le monde réel. Au début des années 2000, alors que la bulle Internet venait d'éclater, Walter créa sa première entreprise de logiciels, WJ Systems, dans un petit studio qu'il partageait avec un ancien camarade de promo. Tandis que d'autres fuyaient le secteur, lui y voyait un champ de reconstruction. Il proposa des outils simples mais puissants pour les petites entreprises délaissées par les grands groupes technologiques. Le succès ne fut pas immédiat. Il connut des mois sans salaire, des nuits sans sommeil. Mais son intégrité, sa patience et son refus de céder à la facilité finirent par payer. En quelques années, il revendit son entreprise pour plusieurs millions, mais au lieu de se reposer ou de s'exhiber, il se mit à investir discrètement, méthodiquement. Il ne s'intéressait pas aux licornes clinquantes. Il cherchait l'utilité, l'humain, la durabilité. Il plaça de l'argent dans des start-ups d'éducation, des entreprises de traitement d'eau, et plus tard dans des projets d'énergie solaire dans les quartiers défavorisés. Il finançait des programmes de codage dans les écoles publiques, sans jamais apparaître dans les photos de remerciements. Walter n'était sur aucun plateau télé. Il n'avait pas de compte Twitter. Il ne figurait dans aucun classement de milliardaires. Il avait choisi d'être invisible pour mieux être libre. Lorsque l'opportunité de racheter une part importante de Blue Nova Tech s'était présentée, Walter avait vu une occasion, pas une revanche. L'entreprise, en perte de vision et engluée dans des pratiques internes toxiques, avait pourtant un potentiel immense. Ces technologies pouvaient servir des causes nobles, automatisation éthique, IA au service de la santé publique, outils pour les pays en développement. Alors, Walter racheta. Par l'intermédiaire de plusieurs fonds, dans l'ombre, il rassembla plus de 52% des actions. Ce rachat n'était pas spectaculaire. Il était chirurgical. Calculé. Précis. Mais le hasard, lui, fut moins maîtrisé. C'est dans les 48 heures précédant la révélation publique de sa nomination que Walter croisa Kyle Banton au Café Solstice. Ce dernier, incapable de reconnaître un homme important sans cravate de luxe ni entourage bruyant, l'avait humilié publiquement, croyant s'amuser. Walter, ce jour-là, n'avait pas réagi. Il avait gardé le silence. Pas par faiblesse. Par maîtrise. Parce qu'il savait. Il savait que la véritable force ne réagit pas à la provocation. Elle agit au bon moment. Quelques jours plus tard, Walter ne convoqua pas l'équipe de direction de Blue Nova dans une salle de conférence high-tech ou un hôtel de luxe comme certains s'y attendaient. Non. L'invitation fut envoyée avec une sobriété déconcertante. Rendez-vous jeudi à 10h au centre communautaire de Marcy Avenue. Tenue décontractée. Intrigués, certains cadres froncèrent les sourcils en voyant l'adresse, située en plein cœur de Brooklyn, loin des quartiers prestigieux où ils avaient l'habitude de circuler. À leur arrivée, ils découvrirent un bâtiment modeste mais bien entretenu, peint en bleu et blanc, avec une grande fresque murale représentant des enfants, des livres, des ordinateurs, des arbres, et une phrase peinte en grandes lettres sur le mur du hall. La réussite n'a de valeur que si elle est partagée. À l'intérieur, des éclats de rire résonnaient. Des enfants suivaient un atelier de robotique animé par 2 jeunes bénévoles. Un groupe de femmes tricotaient tout en échangeant sur la gestion financière domestique.
Des anciens détenus participaient à un cercle de parole sur la réinsertion professionnelle. Et dans un coin vitré, de jeunes entrepreneurs en incubation présentaient leurs projets devant des mentors. L'équipe de direction, costume au vestiaire, talons aiguilles remplacés par des baskets regardait autour d'eux, un mélange de surprise, de gêne et de curiosité dans les yeux. Puis Walter entra. Pas en costard. Pas avec un discours PowerPoint. Mais en chemise ouverte et veste en jean, saluant par leurs prénoms les bénévoles, les enfants, les anciens. Ici, il n'était pas le patron. Il était un pilier. Un visage familier. Il les fit asseoir dans une petite salle circulaire où des chaises simples étaient disposées en cercle, sans table, sans micro, sans hiérarchie. Il se posta au centre. Le silence se fit. Puis Walter prit la parole, sa voix grave et posée, sans élever le ton. Ce que vous voyez ici, c'est le vrai visage de la réussite. Ce ne sont pas les costumes, les voitures ou les gratte-ciel. Ce n'est pas le nombre de zéros sur un compte bancaire. C'est ça, la grandeur, la capacité à élever les autres avec vous. Il tourna lentement sur lui-même, les regardant un à un. La plupart d'entre vous viennent de grandes écoles. Moi aussi. Mais j'ai aussi vu ce que ça donne, quand l'intelligence n'a pas d'âme. Quand la réussite n'a pas de conscience. Et je refuse de faire partie de ce mensonge-là. Puis, ses yeux se posèrent sur Kyle Banton, assis en retrait, raide, mal à l'aise dans son sweat tout neuf. Walter marqua une pause. Il n'y avait ni haine, ni arrogance dans son regard. Juste une lumière froide. Une leçon silencieuse. Et parfois, dit-il avec calme, pour apprendre l'humilité, il faut boire le même café que ceux qu'on méprise. Un silence brutal s'abattit sur la pièce. On entendait au loin les enfants rire. Kyle, blême, ne pouvait soutenir ce regard. Il déglutit, puis leva la main. « Est-ce que je peux, vous parler ? En privé ?» Walter l'invita d'un geste à le suivre dans un petit bureau adjacent. À l'intérieur, Kyle se leva maladroitement, les mains jointes, cherchant ses mots comme un enfant pris en faute. Je voulais m'excuser. Sincèrement. Ce que j'ai dit ce jour-là, au café, c'était stupide, déplacé. Je ne savais pas qui vous étiez. Walter leva une main, l'interrompant doucement. Ce n'est pas une question de savoir qui je suis, Kyle. C'est une question de savoir qui toi, tu choisis d'être. Kyle baissa les yeux. Je vous ai manqué de respect. Et je le regrette vraiment. Je me suis comporté comme quelqu'un à qui personne n'a jamais appris à regarder les autres avec égalité. Walter s'approcha, posa la main sur l'épaule de Kyle. Je ne veux pas d'excuses. Je veux que tu changes. Pas pour moi. Pour les autres. Pour les gens que tu croiseras demain. Pour ceux qui n'auront pas les moyens de te répondre, mais méritent tout ton respect. Kyle hocha la tête, la gorge nouée. Je ferai mieux. Walter sourit doucement. Alors commence aujourd'hui. Tu vas rejoindre le programme de mentorat ici. 3 après-midi par mois. Tu vas écouter, partager, apprendre. Et un jour, peut-être, tu comprendras. Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, Kyle Banton ne parla pas en public. Il écouta. Et il apprit. Et Walter, en quittant le centre communautaire, ne se retourna pas. Il savait déjà que la vraie transformation ne commence jamais dans un gratte-ciel. Elle commence là où l'orgueil s'effondre. 6 mois plus tard, les bureaux de Blue Nova Tech ne ressemblaient plus à ce qu'ils étaient. Ce n'était pas le mobilier qui avait changé, ni la technologie, c'était l'atmosphère. Les réunions n'étaient plus dominées par l'arrogance, mais par l'écoute. Les idées d'inclusion, de mentorat, d'impact social n'étaient plus reléguées au rapport de façade, elles étaient au cœur des décisions. Sous l'impulsion de Walter, l'entreprise avait lancé un ambitieux programme de mentorat dédié aux jeunes Afro-Américains issus de quartiers défavorisés, axé sur les technologies émergentes, IA, cybersécurité, robotique, énergie renouvelable. Le programme ne portait pas son nom, il l'avait baptisé « Horizon commun », refusant que son visage soit affiché sur les affiches ou les campagnes. Ce qui l'importait, c'était ce que ces jeunes allaient construire après lui.
Le projet était financé par la Fondation Clara et Raymond, du nom de ses parents. Une façon pour Walter de les honorer, eux qui n'avaient jamais été invités à des conférences ni applaudis en public, mais qu'il avait construit, brique après brique, par leur travail invisible et leur amour silencieux. Quant à Kyle Banton, son nom ne figurait plus dans l'organigramme exécutif. Rétrogradé au département de formation interne, il avait d'abord vu cette affectation comme une punition. Mais il avait accepté. Non par résignation, mais parce que quelque chose, en lui, avait basculé ce jour-là, au centre communautaire. Au début, son rôle consistait simplement à coacher les jeunes mentors du programme. Il arrivait avec sa chemise repassée, sa tablette, ses notes. Il parlait trop. Écoutait trop peu. Mais semaine après semaine, il fut forcé de se taire et observer. Il vit un adolescent de 16 ans, sorti d'un foyer d'accueil, construire un drone à partir de pièces recyclées. Il entendit une jeune fille raconter comment son premier ordinateur, donné par la fondation, avait changé sa vie. Il serra la main d'un ancien détenu devenu développeur front-end. Et il comprit. La grandeur ne s'affirme pas. Elle inspire. Elle élève. Elle redonne. Un matin d'automne, Walter poussa la porte du café Solstice. Le même café. Les mêmes murs. Mais une ambiance différente. Les habitués levèrent les yeux. Certains se levèrent immédiatement, d'autres hochèrent respectueusement la tête. Le barista, qui avait été témoin du moment de gêne 6 mois plus tôt, posa sa machine et déclara avec un sourire. « Votre café noir, Monsieur Johnson. » Comme toujours. Walter remercia, posa sa mallette, et s'assit à la même place, près de la baie vitrée. Il ne portait pas de costume. Ni montre de luxe. Juste une veste sobre, ses lunettes de lecture, et ce calme éternel qu'on lui connaissait. Mais cette fois, les regards qui se posaient sur lui n'étaient plus pleins de moquerie. Ni d'incompréhension. Ils étaient pleins de respect. Silencieux. Sincères. Pas parce qu'il était riche. Pas parce qu'il avait pris le pouvoir. Mais parce que dans un monde où tant cherche à briller, lui avait choisi d'éclairer. Parce qu'il avait prouvé que la vraie grandeur ne crie pas. Elle agit. Tranquillement. Et elle reste.